Puis, un choc violent les portait l'un contre l'autre. Sabine riait fixement, son corps s'emplissait d'un rêve houleux, défaillant et doux. Elle disait que, quand elle était petite, la balançoire trop rapide où on la mettait faisait autour d'elle ces coupures de l'air, lui donnait les mêmes accablants transports. Ils marchaient, s'asseyaient, sans pouvoir désunir leurs mains. La volonté qu'ils avaient l'un de l'autre semblait répandue et entière en chaque partie de leur être. Ils n'eussent pas pu détourner leur tête, ni leurs yeux, ni respirer l'air ailleurs que sur eux-mêmes. Le poêle, qui rougeoyait aux fentes, soufflait une chaleur compacte comme de la vapeur. Il y avait un grand silence. Sabine, hallucinée, croyait encore par moments entendre monter du dehors le bruit pointu des scies sur la pierre. Elle était heureuse et morte. Elle pleurait quelquefois, enivrée, les mains lasses, les cheveux défaits. Elle se sentait étouffée, comme si elle avait avalé du bonheur. Quelques objets rayonnaient à ses yeux. Une pendule avec une muse en bronze noir lui semblait goûter elle-même un plaisir éternel. 6 heures sonnaient, et la tristesse, l'angoisse de la dernière heure courte étreignait Sabine. Dans l'ombre de la pièce qui avait une odeur d'eau, de gouache et d'essence, la tête renversée contre Philippe, elle lui parlait dans la manière de la plainte et de l'amour. Leurs pensées se tendaient et leur sensibilité se brisait dans les mêmes instants. Ils étaient admirablement accordés l'un pour l'autre. Quand ils causaient ensemble de Tolède, qu'aucun d'eux ne connaissait mais qu'ils désiraient, il y avait de la détresse dans leurs regards. « Mon Dieu, disait Sabine, comme le désir nous fait mal, et à moi plus qu'à vous. » Philippe Forbier joignait à un sentiment robuste, vigoureux et passionné de la vie une sensibilité aiguë et tendre qui pourtant donnait le sentiment de la force et de la résistance. C'était ce qu'il avait de si singulier dans l'esprit, cette possibilité d'allonger et d'effiler la sensation sans la briser jusqu'à la plus fine courbure. Ils étaient éternellement curieux l'un de l'autre. Philippe demandait à la jeune femme comment elle l'avait aimé. Elle répondait « La première fois que je vous ai vu, j'ai eu envie de m'asseoir contre vous, de pleurer et de m'endormir. » Et puis elle lui disait « Vous êtes toute l'intelligence, j'ai toujours voulu tout et vous me l'avez donné. J'aime que, sachant la vie avec une si sèche exactitude, il monte continuellement de vous une tristesse et un désir qui refont de la buée sur les choses. Vous êtes pour moi l'ouvrier de l'infini. L'autre soir, dans le beau jardin du Luxembourg, quand vous étiez debout et que vous parliez et que vous bougiez au moment du crépuscule, il me semblait qu'une de vos mains baissait le jour et que l'autre ouvrait les grilles d'argent de la nuit. » Elle lui parlait quelquefois avec une sombre colère du sentiment qu'elle éprouvait pour lui. « Je suis hantée de vous, lui disait-elle, le front crispé, et l'univers n'est que vous, autour de vous. Jusqu'où faut-il que j'étende les bras pour vous avoir tout entier ?» D'autres fois, elle le regardait lourdement, d'un air de se gorger de joie, et elle lui demandait « N'êtes-vous pas ivre d'être vous-même » Penché sur elle, Philippe lui répondait à voix basse comme il en avait l'habitude. La forme de ses phrases tenait de la confidence et du soupir. Ses paroles étaient si tièdes, si sensibles, qu'elles semblaient des choses de chair, et il semblait aussi qu'une vague intérieure les eût amenés au bord de sa vie. Quelquefois, madame de Fontenay allait surprendre Philippe Forbier chez lui, dans sa maison rue Tournon où il travaillait et où elle l'avait connu d'abord. Elle tenait des volumes sous le bras afin d'avoir un prétexte à le demander, sans intriguer le serviteur qui lui ouvrait la porte. Elle le trouvait écrivant, et la peur qu'elle avait tout de même de le déranger quand il ne l'attendait pas la rejetait aux tremblantes délices de ses premières venues. Un jour,
comme elle regardait les feuillets qui traînaient sur la table de Philippe. Il lui expliqua le plan du livre qu'il écrivait sur l'imagination et ce qu'il y aurait dans cet ouvrage. Elle écoutait, avec ce battement des paupières qui donnait bien le mouvement de l'absorption. Et puis, elle disait que cela ne la satisfaisait pas, et ils riaient ensemble. « Je vais vous dire, commençait-elle. Elle lui disait « vous » le plus souvent. « Je vais vous dire. » Et elle racontait alors tout ce qu'elle savait de l'imagination, de son imagination à elle. Philippe lui répondait ravi, reposé d'exactitude, de recherche et d'effort. Comme tout cela est beau, et plus beau que ce que je sais, et plus vrai aussi. Chacun sentait qu'il voyait l'autre au travers de la même étonnante lumière. Philippe regardait la jeune femme avec un éblouissement doux, et par moments avec des yeux aigus, arides et sifflants. Il était jaloux et peureux qu'elle fût elle-même. Madame de Fontenay aimait à sentir cela. Elle prenait alors des attitudes vagues et lointaines. Elle épinglait sur sa tête son chapeau plein d'ombre, que Philippe détestait, parce qu'il lui semblait que ce chapeau la rendait aux autres, aux gens de la rue, à tous ceux qui passaient et la verraient. Et puis, elle se mettait à marcher lentement le long de la table, avec des mouvements glissants, mous et onduleux, comme en ont les tanches dorées aux profondeurs des eaux limpides. Il lui saisissait les bras. « Ah, Sabine bien-aimée, lui disait-il, tu es jeune, je suis plus âgé que toi. Pourquoi ne t'ai-je pas eu au moment si fort de ma vie ?» Il disait cela, le front enfoui dans la joue et les cheveux de la jeune femme, pour étouffer ces mots qui lui faisaient à lui-même trop de mal, et comme s'il eût voulu parler seulement à la chair douce de son ami. Mais Sabine, passionnée, murmurait « Tais-toi, il y a plus de choses dans ta mémoire que dans tout l'univers plein de soleil. Ta mémoire me donne le sentiment de l'ivresse et de la peur. » Philippe reprenait « Tu es trop jeune, tu t'en iras. »« Ah !» s'écriait Sabine. « L'avenir, la mort, la vie, qu'est-ce que cela fait ? Il n'aime pas assez ceux à qui cela ne suffit pas d'aimer peu de temps. Le jour où je pouvais encore choisir de venir ou de ne pas venir chez toi, le jour grave, quand on m'aurait dit que tu allais partir ensuite, me quitter, mourir, je serais venu tout de même, parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a que le présent, toujours le présent. » Philippe répétait avec un regard de douleur inconsolable. « Tu t'en iras un jour, démente, chère démente, je ne sais ce qu'il y aura, mais il y aura du malheur dans cet amour. » « Ne vous tourmentez pas, interrompait Sabine. Quelle folie de vous tourmenter. S'il y a quelque peine, ce sera pour moi, croyez-moi, cela a toujours été pour moi. La douleur va à ceux qui en ont l'habitude. » Il se fâchait. « Comment serait-ce toi qui souffrirais puisque je t'adore, qu'à 20 ans même je n'eusse pu aimer que toi et que tu es la fin divine de ma vie ?» De retour chez elle, Sabine passait des soirées voluptueuses. Par instants, Henri, Pierre, Jérôme, Marie lui semblaient soudain éclairés d'un contentement singulier. « C'est parce que je l'ai vu, pensait-elle. Je rapporte quelque chose de lui sur moi, et c'est cela qui, sans qu'il le sache, les rend heureux. » Elle attribuait à Philippe Forbier une puissance mystérieuse. Elle obligeait Jérôme à jouer au piano la mort d'Iseut. Elle se jetait sur le canapé, s'y tenait de côté, les genoux ramassés contre elle, les bras fermés, elle semblait souffrir, comme si elle se blessait à serrer la forme dure de son rêve. Tout son être se creusait d'un désir infini. Elle aspirait le souvenir des baisers de Philippe, ainsi qu'une admirable boisson acide et glacée. Par moments, la musique trop forte la tuait. Alors, elle soupirait ardemment. Elle buvait le vertige, comme ceux qui se noient, boivent la vague, du cri de toute la bouche et des poumons.
Chapitre 5. Madame de Fontenay, chez elle, parlait de Philippe Forbier à tout propos. Ayant remarqué que son mari prenait ainsi l'habitude de considérer cet homme qu'il ne rencontrait pas comme un ami invisible et dévoué. Il s'amusait de ce que Philippe donna des leçons de sculpture à Sabine, et il lui prêta des livres trop sérieux. Il riait de la voir lire assidûment. Il semblait qu'il l'eût surprise appliquée à des jeux ennuyeux. La jeune femme employait en causant les mots dont Philippe Forbier se servait fréquemment. Elle éprouvait à cela un plaisir vif, comme si elle avait arraché à cet homme un fruit de la bouche pour y mordre à son tour. Sabine passait ses expressions à Henri, qui les passait à Marie, à Pierre, et Philippe était vraiment ainsi continuellement au milieu de tous. Marie, maintenant, s'intéressait à copier les tableaux du Louvre. Jérôme composait, Henri était toujours absent, Pierre seul, plus intelligent, eût pu s'apercevoir des sourds plaisirs de Sabine. Mais elle ne s'en occupait pas. Il était, de tous les êtres, celui dont la perspicacité l'eût gêné le moins. On était en avril à présent. Les jours luisaient. Philippe modelait dans la cire couleur de miel brun le visage et le cou de Sabine. À la vitre de l'atelier, large et clair comme un bassin d'eau, le ciel se collait, un ciel de soir tiède. Ni arbre ni maison n'apparaissait. On ne voyait que ce ciel, nu, doux et long. N'est-ce pas, disait madame de Fontenay, on pourrait le prendre pour un ciel d'Égypte ou d'Asie mineure, rien, du silence, de l'espace, et puis là-bas, 3 palmiers que j'invente. Elle tombait sur Philippe et murmurait « Voir tous les pays du monde avec vous ?» Philippe répondait « Oh oui, tous les pays du monde, la Grèce bleue et la belle Anatolie. Tu vivrais là-bas à moitié nu, sans ta robe, sans tes souliers, et j'aurais le front appuyé contre ton pied, tendre et pâle, tel que je l'ai vu quelquefois, glacé d'émotion et refermé comme une main. » Il s'attristait de ce qu'elle pleura souvent, au moment de l'ombre, quand les lambeaux d'air mou entraient par la fenêtre ouverte. « Tu n'es pas heureuse ?» lui demandait-il, les yeux tendus de peur. Elle répondait « Si, je pleure sur le bonheur comme à 15 ans, je pleurais sur la jeunesse parce qu'ils ne sont pas éternels. » Elle disait quelquefois « Je ne sais pas ce que j'ai, je porte en moi, dans l'obscur moi-même, une race secrète et brûlante, des êtres qui voudraient naître de vous. » Il lui mettait, pour qu'elle se tût, les 2 mains sur la bouche, et alors elle semblait s'endormir, doucement. D'autres fois, elle ne voulait plus sortir de chez lui, descendre l'escalier. Elle disait « Je ne peux pas », douloureusement. Elle restait immobile, comme ceux qui ne boivent plus, dans la rage. Lui, qui savait tout, qui vivait penché par l'étude des caractères et des nerfs, s'émouvait, comme si ce qui venait d'elle fût toujours nouveau et sans exemple dans son savoir. Un soir, madame de Fontenay entra chez Philippe plus brusquement que d'habitude, avec un air de décision. Il l'attendait, il écrivait. « Voilà, dit-elle, je veux m'en aller quelque part avec vous, n'importe où, quelque part, où je n'ai que vous. » Et s'étant assise sur les genoux de Philippe, devant la table embarrassée de papier, sur quoi tombait l'ombre chaude de ce soir de mai, elle attendait qu'il fût tout réjoui de ce projet, tout prêt à le réaliser. Il l'embrassait et souriait un peu. « Et tout le reste dont vous avez besoin, prononça-t-il lentement, tout ce qu'il vous faut, à vous. » Elle se fâcha. « Alors vous croyez vraiment que je fais autre chose du matin au soir que de répéter 100 fois dans ma pensée, dans mon désir, cet acte de venir vous voir, de prendre une voiture et de venir vous voir. Vous, vous travaillez, moi, je ne fais que cela. »
Pourquoi, ajouta-t-elle, redevenue contente et rieuse, pourquoi habites-tu le plus beau quartier du monde, la rue où passèrent Michelet et Balzac, l'endroit de tous les désirs de Musset? Je ne peux plus respirer ailleurs qu'ici. Pendant le trajet au travers de ces quartiers qui sentent la chanson et la leçon, je vois passer des étudiants avec des barbes fines et de beaux cheveux. Ils ont la figure que j'imagine à Rolla. Ils boivent dans le petit café qui a des compotiers à la vitrine, boire sans soif, par goût de l'ivresse. Ils me regardent et je ris. Je vois bien que de ce côté de la Seine, tout le monde est instruit et heureux. Philippe faisait couler les feuillets de son livre entre ses doigts. Il dit « Qui est-ce qui est heureux ?» Sa voix était singulière, inusitée. Sabine se leva. « Pourquoi avez-vous dit cela ?» s'écria-t-elle. « Vous avez quelque chose, qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'efforça de rire. « Il n'y a rien du tout, j'étais distrait, bêtement occupé de ce travail. » Il passa la main sur les feuillets épars, mais l'accent restait blessé. « Non, non, poursuivit Sabine, il y a quelque chose, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ?» Et Philippe voyait monter chez cette impatiente les flots pressés de l'épouvante. « Assieds-toi, fit-il, en lui saisissant le bras et la forçant à s'asseoir. « Ce n'est en tout cas pas si grave, comme tu cries. Il n'y a rien du tout. Seulement, ce matin, ma femme et mon fils m'ont paru changés, craintifs de moi, méfiants. » Sabine s'était remise debout, le visage dur. « Qu'est-ce qu'ils ont ?» dit-elle. « De quoi se mêlent-ils » Philippe la regarda avec reproche. « Ils ne se mêlent de rien, Sabine. Ils sont malheureux. » Elle écoutait, elle fit « Ah oui », comme si elle comprenait. En réalité, rien en son être ne comprenait plus rien. Donc, c'était de la femme et du fils de Philippe qu'il s'agissait. Cette femme et ce garçon s'occupaient d'elle. Cette pensée entrait peu à peu en le déchirant dans son effroyable orgueil. Elle se domina, elle dit doucement « Alors, quoi faire ?» Elle aurait voulu dire « Qu'est-ce que cela fait ?» Philippe l'avait reprise contre lui. « Rien, ma Sabine, il n'y a rien à faire que de m'aimer comme moi je t'aime, d'un amour qui me fait un mal épouvantable. Le reste ne doit pas t'occuper, le reste est pour moi. » Mais, reprenait-elle, tremblante, ayant horreur d'élucider une question qui la touchait au nerf profond, « qu'est-ce qu'ils savent? Comment ont-ils su ?» « N'y pense pas, répondait-il. Sans doute, moi, trop hanté de toi, trop heureux, trop malheureux tour à tour, moi, devenu distrait, silencieux, et puis t'es venu, et puis je ne sais pas, mon ami. D'ailleurs, qu'est-ce que cela et que toutes les plaintes et que toutes les larmes du monde quand tu es là? Alors, voilà ce que j'ai apporté dans votre vie, soupirait Sabine. Et tout autour d'elle changeait. Elle voyait les trames sèches de la tapisserie du fauteuil. La vie se désenchantait. Mais Philippe, ardent et sombre, la pressait contre lui. D'adorables oublis, des rires d'enfants, une douceur consolée éclairaient le visage de cet homme. Et Sabine ne résistait pas à ce regard. Seulement, son cœur la suivait plus lourdement maintenant dans son abandon aux caresses de son ami. Menacée, âpre, volontaire, elle se précipitait en Philippe, et elle restait attachée à lui comme les mortes qui n'ouvrent plus les doigts. Ainsi que madame de Fontenay le craignait, Philippe souffrait plus qu'il ne voulait le lui avouer. L'éducation sentimentale que lui avait donnée sa famille protestante, dont les mœurs étroites et douces survivaient à la religion, le disposait au tourment de la conscience. Il avait épousé sa femme, l'aimant,
quand il était encore un adolescent. Elle était tendre, instruite, d'une beauté sage. Il lui avait été de toute son âme fidèle. Tout ce qu'il avait eu de contentement, de plaisir, d'inquiétude, de bonheur, il l'avait eu avec elle. Ils avaient perdu une fille, il leur restait un fils, qui venait d'avoir 20 ans. On n'eût pas pu dire qu'il ressemblait à son père, il était pareil à lui. Philippe avait toujours pensé au groupe de sa famille et de ses amis, avec l'orgueil de sentir qu'il était leur croyance, leur joie et leur vanité. Aussi avait-il éprouvé un grand trouble à voir l'autre matin son fils entrer chez lui soucieux et embarrassé. Le jeune homme demandait à prendre quelques livres, et puis il dit, hésitant, que sa mère avait besoin de repos, qu'elle lui semblait bien fatiguée depuis quelque temps, qu'on pourrait peut-être partir pour la campagne. Oui, dit Philippe, tu as raison, pourquoi ne part-elle pas? Moi, tu sais comme c'est difficile que je m'en aille quand j'ai mon volume en train et tous les papiers et les livres ici à ma portée. Et en effet, depuis quelques années, Philippe ne quittait presque plus Paris. Pourtant, reprit Jacques, ce serait peut-être bien pour vous aussi, vous travaillez trop, vous vous fatiguez. Mais Philippe ne répondait point, et sa décision était dans son geste et dans son silence. Le jeune homme continua. Autrefois, après ma fièvre typhoïde, vous êtes venu avec moi à Versailles, et vous y êtes resté plus de 6 semaines. Vous écriviez aussi à ce moment-là, je vous en prie, venez. En attendant les vacances et que nous allions chez nous dans les Vosges, louer une maison près de Paris, cela n'interrompra pas vos occupations et les miennes. Il prit la main de son père entre ses 2 mains. Philippe s'émut et l'embrassa. Il lui dit « Mon enfant, crois-moi, il m'est impossible de quitter mon ouvrage en ce moment. J'en ai besoin pour mes cours du prochain hiver. Ta mère est souffrante, je m'en suis aperçu, comme toi, et cela m'inquiète. Essaie de la distraire. Nous pourrons être ensemble plus souvent si tu veux. » Mais Jacques insistait. Douloureusement maintenant. « Ah, reprit Philippe, qui était faible et troublé, parle. Tu as quelque chose que tu veux dire et que tu ne dis pas. Qu'est-ce qu'on t'a raconté qui te donne cet air d'avoir peur? Quelle chose t'a-t-on dite que tu as cru tout de suite au lieu de venir en causer avec moi? Mais mon petit, quelle folie! Est-ce que tu crois que je suis fou et que je puis penser à autre chose qu'à vous quand tu es là dans ma vie, toi, mon enfant? » En regardant son fils, il vit comme il était pareil à lui, avec le même visage, les mêmes penchants, la même sensibilité. Et la brusque pensée lui vint que si Sabine l'avait vu, ce garçon, ce fut lui qu'elle aurait aimé, lui, si jeune et si semblable à son père. Et voici qu'il eut une peur affreuse de son enfant dans sa maison, et qu'une désolation atroce tomba sur son cœur, brûlé. Il pressa le jeune homme contre lui de ce geste subit, adroit et emporté qu'il avait, et qui prenait tout l'être dans l'étreinte. D'une voix basse et douce, la bouche collée au cou de son fils, il lui disait maintenant « Mon petit, ne demande rien, va-t'en. » Chapitre 6. Quelques jours après, Philippe Forbier, occupé chez lui à terminer un article qu'il destinait à la revue philosophique, entendit, à l'heure du déjeuner, sa femme l'appeler doucement et ouvrir la porte. Elle lui dit « Il est tard, Jacques va être prêt tout de suite. Viens, tu te rends malade à ne jamais déjeuner à l'heure. » Mais elle disait ces choses sans précision et cherchait surtout à entraîner son mari au salon. Il se leva et suivit sa femme, elle le regardait. Il vit sur la table du salon un gros bouquet de fleurs dans un vase. Il fut surpris et ne comprit pas. « Tu ne te rappelles pas ?» fit-elle timidement et déjà un peu réjouie. « C'est aujourd'hui l'anniversaire de notre mariage. Voilà 22 ans maintenant. » Philippe sourit avec embarras, la remercia, l'embrassa sur les cheveux. Il cherchait quelque chose à lui dire qui ne lui fût pas, à elle, cruel, et ne déchaîna pas ses larmes. Ses mains dans les fleurs
Il retournait les boules de neige, répétait « comme elles sont belles », et s'obstinant à respirer ce bouquet qui n'avait pas de parfum, il attendait que quelque chose vînt le tirer de sa gêne, rien ne bougeait. Il se retourna vers sa femme, et brusquement attendri, il prononça doucement « Je te remercie, tu es bonne ». Et il lui mit les 2 mains sur les épaules d'un geste d'enfant, un peu lourdement, comme il l'avait toujours fait. Alors elle pleura, et tout de suite abondamment. Elle était un visage baigné d'eau. Philippe ne pouvait pas voir pleurer sans éprouver un sentiment de faute et de détresse infinie. Les gens malheureux l'intimidaient affreusement. Cela le rendait si malade qu'il en prenait pitié de lui-même. Elle pleurait, la figure dans ses mains. Philippe, effrayé, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Il lui ouvrit les doigts, elle ne résista pas et abaissa ses mains, qui laissèrent à découvert son visage. Elle souriait un peu, n'essayant point d'essuyer ses larmes, de cacher sa mine dévastée. Pourquoi l'eût-elle essayé? Elle n'avait jamais rien caché à cet homme depuis 20 ans qu'elle vivait près de lui. Maintenant que pour la première fois elle souffrait de son mari, elle ne cherchait pas à lui cacher sa douleur qui l'abîmait, la faisait malade, laide, vieille, usée. Qu'il la vît ainsi, elle souhaitait humblement qu'il la vît ainsi. Et Philippe se sentait en effet ému à en mourir. Sa femme était debout, elle lui parut courbée, tout d'un coup, penchée d'un côté. Par habitude de la voir autrement, et par tendresse brusque, il lui prit les 2 bras, la tint droite devant lui. Il lui demanda anxieux « Tu n'es pas souffrante ?» Elle répondit avec douceur, avec une grande reconnaissance « Tu sais, ces douleurs que j'ai eues autrefois dans les reins, depuis que je ne dors plus, cela m'a repris. Je ne peux pas aujourd'hui, quand je suis debout, me tenir droite. » Et elle pliait à nouveau. Il la regarda. Elle, c'était elle. Il se rappela que, jusqu'au dernier hiver, elle ne lui avait pas semblé vieillie. C'était pour lui toujours la même, qui avait eu 20 ans. Elle avait eu 20 ans. Il l'avait rencontrée dans un jardin, sur une pelouse pleine de marguerites. Il l'avait aimée, désirée. Il avait pleuré pour elle. Ils avaient vécu 20 années amoureusement. Ils se connaissaient tant que leurs cœurs étaient comme des tiroirs ouverts, où toutes les choses dépassent. Pendant 20 ans, ils s'étaient revus, après chaque sortie, chaque heure d'absence, comme des écoliers, qui se rapportent toutes les fleurs de leur route. Ils avaient habité dans la même chambre. Philippe aurait pu parler en dormant, sans rien lui révéler qu'elle ne sût déjà. Ils avaient vécu se regardant en souriant comme 2 êtres qui savent quelque chose que tous les autres ignorent, et c'était fini. Que faire maintenant? Même si elle avait été de nouveau la petite fille blonde qu'il avait épousée autrefois, il ne pourrait plus la vouloir. Si elle retrouvait ses 30 ans et le geste délicieux qu'elle avait de marcher en traînant son fils dans sa jupe, il ne s'en apercevrait plus. Il lui fallait à présent le cœur de l'autre femme, cœur sauvage, enfoui obscurément dans la chair, délicate. Les yeux de Sabine étaient partout devant lui. Il les voyait d'une manière démesurée, non plus comme 2 yeux tendres et beaux, mais comme des bassins d'eau sombre dans la nuit. Pourtant, il prit les mains de sa femme, et d'une voix douloureuse qui coulait de l'âme, il lui dit « Si je te promets, si je te jure que rien n'est changé », elle, les mains molles et données, se défendait doucement d'un mouvement de tête. « Ce n'est pas de ta faute, ne dis rien. » Lui regardait le front fané de cette femme. Il lui tenait les 2 coudes. Il y a 5 mois encore, il la prenait comme cela pour l'embrasser en face, sur le visage. Maintenant, cela aurait eu l'air d'un baiser à un mendiant, qui aurait affligé l'un et l'autre. Il ne l'embrassa pas. Il recommençait lentement, la tête levée comme un professeur patient qui n'en veut pas à l'élève d'être étourdi, de ne pas répondre. « Si je te promets, si je te jure, mais elle dit encore « tais-toi ». Si je te croyais, ce ne serait pas parce que je te crois, mais parce que je t'aime. Alors il demanda « Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te tourmente ?» Elle avoua ingénument « Je ne sais pas. Tu n'es plus le même.
c'est surtout cela. Et cette personne qui vient poser chez toi, lire chez toi. » Philippe se tut, puis d'une voix aussi morne, aussi basse, que s'il eût accusé son tort, il dit « C'est de la folie. » Elle le crut tout de suite. Elle savait qu'il ne mentait pas. Elle dit « Non, je ne pensais pas cela, mais tu ne nous aimes plus, le petit et moi, nous t'ennuyons. » La brusque tendresse qui inonda le cœur de Philippe lui permit de parler du fond de son âme naturellement. Il expliqua ce qu'il pouvait, mentant doucement, et tant de sentiments divers l'ayant exténué, il apparut à sa femme comme elle l'avait vu quelquefois à la suite des longues veilles, fatiguée et creusée. Elle l'arrêta. « Ne parle plus, lui dit-elle, c'est fini, tout est bien, tout est expliqué. » Elle souriait et le soignait, l'obligeait à s'asseoir, à ne plus penser. « Tu te tues de travail, reprit-elle. Tu as bien le droit de bouder quelquefois, je n'y pense plus. » Et riant, elle ajoutait, ne pouvant toujours pas le quitter, « Appelle le petit, il est dans sa chambre. Je lui avais dit de ne pas venir. » Maintenant, elle ne le jugeait plus. Elle le guérissait. Chapitre 7. Un mois se passa sans que Sabine et Philippe se parlassent de ce qui les avait inquiétés. Tous deux semblaient ne plus s'en souvenir. Madame de Fontenay regardait quelquefois le portrait de la femme de Philippe et les photographies de Jacques. Un soir, elle rencontra dans la rue madame Forbier. D'un œil violent et doux, elle goûta avidement toute la figure, tous les gestes. Elle eut envie de s'approcher de cette femme, de la toucher, de pleurer contre elle amoureusement. Elle était 20 ans de la vie de Philippe. Elle fut triste le jour où Philippe lui annonça que sa femme venait de s'installer dans leur maison des Vosges, où son fils irait la rejoindre bientôt et que lui resterait à Paris. Elle ne put s'empêcher de dire « Mon Dieu, est-ce que cela leur fait beaucoup de peine ?» Mais elle était heureuse. Henri de Fontenay, qui venait d'être élu député, s'était embarqué avec Pierre Valence pour une expédition scientifique le long des côtes marocaines. Jérôme Hérel, Marie et sa mère s'installaient dans l'Oise. Sabine était libre. Nul ne l'avait querellée pour le goût qu'elle témoignait de rester seule, de flâner, de se reposer. Philippe et elle vivaient dans le chaud Paris de juillet, aride ou trempé d'arrosage. Un vent ras tournait à terre. Les petites vagues de la Seine bleue, étourdies de soleil, étaient comme des pétales d'argent. Philippe travaillait encore beaucoup. Lui et Sabine dînaient ensemble, se promenaient le soir. Les quais, les rues, les boutiques avaient des loisirs. Dans les rues silencieuses, on entendait chanter fort les serins sous leurs toits de fil de fer et de salade. Le feuillage du Luxembourg prenait, au soleil couchant, cette odeur de métal tiède et embué qu'ont les vergers d'été, la bêche de fer et la pomme trouée de l'arrosoir. Le caractère de madame de Fontenay s'irritait par moments. « La campagne, la nature, soupirait-elle, j'ai soif d'eau bleue, d'eau qui resterait bleue dans le verre. » Philippe la trouvait nerveuse et affaiblie. Un soir qu'il dînait seul au premier étage bas d'un restaurant du quartier latin et qu'il s'accoudait à la fenêtre, amusé d'avoir l'air de ces gens pauvres des villes qui goûtent l'été en ouvrant sur la rue leurs croisées au vent de l'ombre, ils entendirent une lointaine rumeur qui se rapprochait, venait en coulant par les avenues. C'était une foule de jeunes gens, des étudiants qui manifestaient contre un des professeurs de l'école. À la lumière du réverbère, Philippe en reconnut quelques-uns qu'il voyait à son cours. Il les montrait à Sabine. Elle avait refermé une de ses mains sur le poignet de Philippe et, toute penchée à la fenêtre, elle regardait dans l'ombre avidement. Son âme de volupté riait sur ses dents extasiées. Philippe sentait la fièvre de la jeune femme. Il réfléchissait. Il lui dit d'une voix de reproche « Qu'est-ce qu'il vous faut à vous pour que vous soyez heureuse ?» Elle tourna vers lui ses yeux d'enfant brûlante, appuya sa tête contre l'épaule de Philippe et répondit « Votre amour ?» Puis, jetant dehors sa main nue, faible, puissante, elle ajouta « Et la possibilité de l'amour
de tous les autres. Par moments, elle était sombre et distraite. D'autres fois, elle accrochait à Philippe tous les ongles désespérés de son désir. Où, s'écriait-elle en se tenant la tête comme devant un danger, un accident, où, dans quelle portion de l'air puis-je goûter la forme délicieuse et mouillée qu'ont certains mots que tu dis. Août 20. Il semblait à Sabine qu'elle était à Paris maintenant comme les Anglais sont à Genève, en excursion. Cette sensation l'amusait. Philippe venait chez elle, elle allait chez lui rue de Tournon. C'était la demeure qu'elle préférait. Ils étaient libres. « Voyez, lui dit un jour Sabine, tandis qu'un vent doux du soir jetait dans la chambre, par la fenêtre ouverte sur un petit jardin, les feuilles jaunes et mortes de chaud. Voyez, comme c'est bien que vous ne soyez pas partis. Qu'est-ce que je serais devenue, moi ?» Leurs mains traînaient l'une sur l'autre. « Ne parlez pas de cela, répondit Philippe. Je suis un fou. Je suis abominable et fou. » Pourquoi, interrompit Sabine, vous ne leur seriez pas utile là-bas. Ici vous travaillez et je vous ai, et vous m'avez, ajouta-t-elle avec un visage souriant où glissait, en beauté, toute la certitude amoureuse. Mon ami, reprit-il gravement, si vous saviez comme je devrais être parti, comme je suis coupable, comme vous m'avez rendu faible et sans conscience, et méprisable à moi-même. J'ai tous les jours une lettre qui m'appelle, dont la douceur me fait mal. Alors pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pourquoi ne partez-vous pas? J'attends, soupira-t-il, que tu me dises de partir. J'aime mieux mourir et voir les autres malheureux que de te faire du mal à toi. Quoique tu sois plus forte que presque toutes les femmes, et qu'aucun être n'ait la vie et le rire comme toi, tu m'as trop parlé de tes fatigues et de tes chagrins. Cela m'a rendu affreusement lâche et peureux avec toi. Quand tu me diras que tu veux bien que je m'en aille un peu là-bas, voir ce qu'ils font, pour si peu de temps, pour un mois seulement, pendant lequel je t'écrirai tous les jours, j'irai. C'est vous, répondit Sabine lentement, qui me demandez cela? Il faut que moi, je vous dise de vous en aller. Elle attachait sur Philippe des yeux si lisibles et si nus qu'il semblait écorché, avoir perdu la robe lisse du regard. Il s'impatienta. Je ne vous en parlais pas, j'étais préoccupé, et j'agissais mal, voilà tout. Cela vous fâche contre moi, c'est injuste, soupira Sabine. Non, dit Philippe, je ne me fâche pas, et je ne suis pas injuste, c'est vous qui n'êtes pas bonne. Vous ne savez pas qu'il faut s'efforcer et se contraindre. Les femmes ne savent jamais cela. Notre vie, à nous, est faite de cette besogne, et nous ne sommes pas moins sensibles que vous. Seulement, vous autres, vous êtes nerveuses, vous ne pouvez pas vouloir, on vous a toujours cédé, il n'y a pas de degré dans vos douleurs, la contrariété vous fait crier comme la mort, et on aime mieux tout que de voir vos visages d'angoisse. Dieu sait, continuait-il, que je vous aime, et pourtant je sens que ce ne serait pas mal agir envers vous que de faire ce qui serait le devoir du moins scrupuleux des hommes. Ah, attends, il y a le chien qui aboie, et alors si... Sabine le suivait dans la chambre où il errait, n'essayant pas de le retenir, mais semblant marcher dans le chemin de sa douleur. Voyant par instant le visage de Philippe sombre et fixe, elle pensait « Je suis ignoble, je le tourmente, je le tue ». Enfin, elle l'arrêta, lui mit les deux mains sur les épaules et, riant presque naturellement, car le courage lui donnait toujours la force de la gaieté, elle lui dit « Vous allez partir, voilà tout, nous sommes des fous, vous allez partir, nous n'y avions pas pensé, c'est vous qui avez raison, tout ce que vous dites est vrai, et puis, je vous jure, c'était de la folie, cette peur que j'avais de votre départ. Je vois la chose autrement maintenant, c'est même très simple, et les lettres, les belles lettres que je vais vous écrire, et les mots pressés et absurdes que vous me répondrez, et puis moi, tourmenté, et vous, content, tout cela, excellent. » Elle riait vraiment, soulagée et forte. Philippe, harassé,
répétait pour lui-même. C'est affreux. Et il essayait de se dégager de Sabine, qui le rivait à cet endroit, à ce coin du monde, mais elle lui tenait de ses mains énergiques et dures les 2 poignets et grandissait devant lui de toute sa volonté. Elle comprit qu'il fallait faire le plus douloureux tout de suite. Elle lui dit plus bas: « Partez demain, n'est-ce pas? C'est mieux. » Il soupira. « Vous voulez ?» Elle répéta. « C'est mieux. » Alors, ayant donné tout l'effort nécessaire, son courage à elle plia. Elle avait le droit de se reposer. Toujours debout contre lui, elle dit doucement, les yeux fermés: « Voilà, vous allez partir, vous partez. J'imagine que c'est maintenant que vous partez. Je vais voir ce que cela me fait. » Elle resta un moment silencieuse et, rouvrant les yeux où de la terreur s'évaporait, elle dit: « Ce n'est pas possible. Cela fait mal dans les os. C'est dans les épaules et dans les genoux que je ne peux pas vous quitter. » Et elle chancelait. Philippe la prit, la porta, et s'étant assis, il la gardait sur ses genoux et dans ses bras, allongée et tombante, comme une enfant endormie. Il lui disait, accablé et passionné: « Ne pensez pas, oubliez, dormez. » Elle lui répondait, n'ouvrant pas les yeux, la voix descendue, lui caressant d'une main de sommeil le visage. « N'est-ce pas? Ce sont vraiment les 2 choses qu'ont mérité les âmes comme la mienne, la tendresse et la mort. » Chapitre 8. Après des plaintes et des résignations et de finales insistances, après des heures passées ensemble, les mains et les âmes moites et adhérentes, le départ de Philippe fut fixé au lendemain. Il devait prendre un train du soir, et de bonne heure, Sabine fut chez lui. Elle avait ce jour-là son visage et ses gestes d'activité, son regard précis et gai. Philippe traînait d'une chaise à l'autre dans la bibliothèque où il déplaçait ses livres. Il menait naturellement 2 sentiments à la fois, et quoiqu'il fît avec ordre et netteté ce dont il s'occupait, la tristesse qui enveloppait ses actes leur donnait l'apparence de la négligence et de l'importunité. La vie sensible était en lui si abondante qu'il mourait et renaissait de 2 sensations contraires. Sabine, penchée sur une petite caisse de bois, y jetait les livres et les papiers que Philippe lui tendait. Soudain, reprenant des mains de la jeune femme un volume qu'il venait de lui remettre, « Ah, dit-il, voilà une admirable étude sur le crime et la pénalité que je vais lire là-bas. » Et son visage s'éclairait. « Cela va vous amuser ?» demanda madame de Fontenay sur un ton d'apparente indifférence. « Oui, répondit Philippe, avec cette voix d'amour qu'il avait en parlant des choses où son désir glissait. Un si beau livre, et un sujet si passionnant. »« Et moi ?» interrogea-t-elle. « Qu'est-ce que j'aurais pour m'amuser ?» Il la regarda douloureusement, il souffrait. La peine de Sabine lui semblait une cruauté qu'elle ajoutait à la peine qu'il éprouvait. Il n'avait pas pitié d'elle en ce moment. Il avait envers elle de l'amour et de l'irritation. Elle aussi s'irritait. Elle sentait que tout ce qu'il dirait et ferait ce jour-là lui semblerait hostile. Ce qu'elle n'admettait pas, c'était qu'il partit. Elle le sentait à mesure que, se conformant à l'attitude qu'elle avait prise la première, Philippe se hâtait, actif et résolu. Une sourde et tenace résistance, un besoin de contrarier, de peser sur son temps, de lui être désagréable et à charge, grandissait en Sabine. Elle ne comprenait plus qu'il partît. Avec une mauvaise humeur d'enfant capricieuse, elle disait et faisait les choses inutiles, sans but précis, en détour, à la crise de larmes. Quand il soupira, « Je n'ai plus qu'une demi-heure, je vais aller m'habiller. » Elle répondit « Pourquoi ?» et se mit devant la porte obstinément. Il insistait. « Je t'en prie, puisqu'il le faut, c'est déjà assez triste. » Elle cédait. Alors allez. Et elle le rappelait aussitôt d'une voix fâchée pour rien, pour le besoin qu'elle avait de lui et de lui faire mal. Ainsi, mêlant leur tristesse et leurs reproches,
Philippe patient et Sabine irritée entrèrent ensemble vers le soir dans la gare tintante d'un tremblement de vitrage et de fer, grise de fumée engouffrée, haletante de départ, aérée du vent des trains accourus et projetés. Madame de Fontenay et Philippe Forbier, pris dans les groupes des voyageurs, se trouvaient à tout moment disjoints par les autres fièvres, les autres hâtes qui étaient là. Lui comprenait qu'il n'avait plus que quelques minutes à tenir Sabine, qu'après cela elle aurait un visage de chagrin qu'il ne verrait pas. Il en éprouvait une douleur violente et silencieuse. Elle suivait lourde et fâchée. En des enchaînements rapides, elle ressentait la colère et la douleur, une morne indifférence, et de montantes angoisses où le mouvement du cœur se précipite, comme une voix qui crie. Elle regardait la gare de verre voluptueuse, pleine de pas, ouverte sur tout l'horizon, sur toutes les terres et les mers du désir. Des trains partaient, déroulant le ruban de bruit, partout des visages empreints de hâte et de projet, oubli de la mort. Un collégien qui portait une valise et un filet en gaze verte pour prendre les papillons la bouscula. Elle n'était pas de la fête du voyage, elle marchait, rêvant ainsi sur le quai, où Philippe, près d'elle, lui disait « Vous m'écrirez souvent, n'est-ce pas, tous les jours ?» Sabine, boudant, fit « Oh, tous les jours, pas tous les jours. » Elle vit que Philippe, pris entre la nécessité de monter en wagon et le désir de ne la quitter que sur des mots de paix et de tendresse, perdait la tête. « Si vous continuez ainsi, je ne pourrai que rester, affirma-t-il. « Mais non, partez, vous partirez, j'en ai assez de tout cela, fit-elle comme quelqu'un qui étouffe et qui attend le moment d'après pour respirer. Et puis, brusquement, elle ajouta « Vous n'êtes pas fâché, jurez que vous n'êtes pas fâché. » Puis elle soupira, pleurant presque. On ne devrait pas se quitter comme cela, méchamment, on devrait se quitter sur de bonnes paroles. Et, comme l'instant du départ était venu, et que Philippe allait monter en wagon, elle lui prit les doigts violemment. De tous ses ongles éperdus, elle lui donna une cruelle, une passionnée poignée de main. Le train s'ébranla. Calme, elle pensa « Maintenant il est parti, c'est mieux. » Elle entendit un long sifflet déchirant qui roulait dans la fumée. Alors, suffocant, étouffant, elle éprouva sur ce quai, plus qu'à aucun moment dans sa vie, la nécessité que Philippe fût là, qu'il eût autour d'elle ces deux mains qu'elle aimait, qu'elle avait si souvent aux instants de l'amoureuse mélancolie brusquement retournées pour en embrasser la paume et mourir là. Les jours qui suivirent ce départ furent pour Sabine plus simples qu'elle n'avait pensé. Une grande fatigue amollissait en elle la force des images. Elle goûtait presque les loisirs et le repos. Elle aima dormir, flâner dans sa maison solitaire, jouer du piano. Elle recevait de Philippe des lettres ardentes et vives, mêlées de ce rire juvénile, de cette possibilité d'être attentif à tout et de se réjouir, de cet amour des choses qui était si beau sur son visage et dans sa vie. Elle rêvait de lui, doucement. L'automne venait, vert encore et froid, comme une poire savoureuse. Elle eut, dans Paris où elle était restée par faiblesse et lassitude, une vision tourmentante de la campagne et de ses plaisirs passés. Elle se rappelait un été de son enfance dans le Tyrol, avec d'agrestes matins frais et chauds, qui sentaient le soleil, la terre mouillée, la mousse et le cyclamen. Une nostalgie lui vint aussi de la Touraine, du jardin de son adolescence, que son père avait vendu, qu'elle ne reverrait plus. Elle se souvint des réveils en septembre dans la chambre fraîche, avec des guêpes gourdes mourant doucement au bas des carreaux. Elle se souvint du verger, des dahlias semblables à de petites roues rouges et jaunes et couverts de froide rosée, de l'odeur de grains et d'eau du colombier. Sur une pelouse, deux cèdres de l'Atlas étaient soyeux et pleins de reflets,
comme la fourrure des renards bleus. Au-dessus de cette pelouse, pendant le soleil de midi, des vols d'insectes légers s'élevaient et tremblaient pareils à une buée dorée. Elle avait aimé la basse-cour, ses écuelles de maïs renversées, les petits rochers artificiels où grimpait le paon vert si désespéré aux lentes approches de la pluie. Elle avait mordu des roses qui devenaient alors de tendres cadavres fades et pâlissants, sucé des cailloux ronds, couleur de sucre gris et de muguet, et tenu dans ses mains des grenouilles angoissées dont le petit cou battait, ainsi que peut battre au plus secret des corolles molles, le pouls des fleurs délicieuses. Elle se souvenait comme, à ces fins de septembre, les journées étaient belles encore, là-bas, avec des baissers de soleil si suaves, si tristes et doux, de telle tendresse de l'air et de l'herbe que l'heure était émouvante et faible comme les visages qu'on voudrait baiser sur la bouche. Elle désira revoir de l'espace et des champs. Les appels qu'elle recevait de Marie, si attachés et si sensibles, l'attiraient aux bruyères. Henri de Fontenay lui écrivait souvent, dans ses lettres pleines de notations marines, d'amitié, de sécurité. Il la suppliait de quitter Paris, malsain à cette saison de l'année, de s'installer près de sa mère et de Marie, où le repos et la discipline de la vie lui seraient bons. Elle eut, à l'idée d'être agréable à Henri en agissant selon son souhait, une sorte de contentement attendri. Elle pensa qu'il avait le cœur honnête et simple. Elle se réjouissait qu'il fût heureux. Elle se dit que, si elle l'avait épousé vers 16 ans, que, si leur fille avait vécu, s'il avait voulu lui parler quelquefois d'elle-même et de lui, s'il l'avait plus fortement et plus mollement aimée, elle lui eût été fidèle. Elle arriva aux Bruyères par un beau coucher de soleil froid, à bandes jaunes, au-dessus des collines violettes. Elle fit à pied, par la campagne, le chemin qui conduisait aux grilles du château. Les masses d'arbres vallonnaient, au loin. L'ombre venait, il ne faisait pas de vent. Des champs de chaume ras étaient lisses et roses. Sabine s'enivrait de l'air vivifiant et du beau soir. En levant la tête, elle vit un sapin si calme dans l'air secret. Elle s'attarda un peu à le regarder. Elle l'envia, mélancoliquement, d'habiter plus haut qu'elle dans le mystère de l'atmosphère et de la nuit. Par une allée de sable doux, elle arriva lentement au château. Elle trouva, dans le tranquille salon un peu éclairé, la mère d'Henri qui écrivait des lettres en se les récitant à elle-même sur un ton grave et nuancé, Marie qui brodait et se leva vite à son entrée, Jérôme qui fumait en marchant. Elle éprouvait de la tendresse pour eux trois. Elle eut envie de leur tenir les mains, de leur dire « Mes amis, mes amis ». Tout lui était repos et satisfaction. Elle ne pensait presque pas. Le souvenir de Philippe était en elle comme le cœur est dans l'organisme, agissant et silencieux. Elle se sentait bien, elle se souvenait et observait. Il lui semblait que des années, beaucoup d'années, la séparaient du temps où elle avait aimé Jérôme, et qu'en ce temps-là les jours étaient autour d'elle comme autour d'une petite fille, tout en jardin frais et en cris puérils. Elle ne se rappelait plus combien elle avait souffert. Il lui apparaissait que cet amour avait été sa jeunesse, que la douleur même y avait eu le glissement et la force légère des colères d'enfant. Elle connaissait de plus sombres tourments. Ce garçon qu'elle avait aimé lui était maintenant si indifférent, si doucement indifférent, qu'elle éprouvait pour lui de l'amitié nette et droite qu'elle avait difficilement avec les hommes. Elle se réjouissait de sentir Marie heureuse. Un peu fatiguée, couchée de bonne heure après le dîner,
Sabine réfléchissait. L'air de sa chambre était pur et vif. Elle pensa que, dans les frais dortoirs, les religieuses qui font vœu d'ordre et de chasteté devaient avoir de telles soirées blanches, sans frisson et sans ferment. Elle s'endormit dans une paix qui ne lui était pas coutumière, ayant laissé tomber la vie autour d'elle comme un vêtement défait. Chapitre 9. Au réveil, le lendemain, tout engourdie encore, comme on ouvrait les volets de ses fenêtres, elle demanda son courrier. Depuis l'aube qui grisonnait sa chambre en plein sommeil, elle songea à cela, qu'elle allait avoir une lettre de Philippe. Parmi les papiers qu'on lui tendit, elle reconnut vite sur l'enveloppe l'écriture de Philippe Forbier, nerveuse et violente, elliptique et résumée, qui donnait bien le mouvement de la pensée rapide et du temps volé. Elle lut, avec un regard embué, cette lettre vivante et ardente, qui lui laissait ensuite sur le visage pendant toute la journée ce sourire suspendu et retenu, ces coins de bouche énigmatiques que lui donnaient les longs plaisirs de la mémoire et que Pierre autrefois comparait au trouble sourire des Vinci qui continuent de goûter sur leurs propres lèvres les demeurantes vapeurs des voluptés. Elle mesurait à ce vertige ce que serait la joie du retour et elle adoucissait ainsi le temps présent. Mais parfois Philippe recevait d'elle des pages criantes où s'était engouffrée sa merveilleuse possibilité de désir. Philippe jouissait admirablement de ce caractère toujours s'égouttant et toujours empli, où le plaisir et la plainte, la déception, l'espoir, la fièvre, la fatigue, le découragement avaient le même poids de sang et de vie. Au moment plus sage et plus prudent de son âge, savamment passionné de labeur, Philippe Forbier, plein de délire et pourtant enclin à la sécurité, observait chez Sabine avec une certitude qui le rassurait cette aisance qu'elle avait à manier le désespoir, à précipiter et à écarter ses ténèbres. Elle sortait des larmes plus aptes à vivre. Ses tristesses étaient comme des maladies, avec les épuisements et les sombres sanglots, et elle paraissait guérir, à chaque fois, pleinement. Philippe se rappelait comme elle entrait chez lui en été avec des attitudes accablées, et lorsqu'il s'inquiétait et la questionnait, « Ah, répondait-elle, moitié défaillant, moitié riant, j'ai encore aujourd'hui des tas d'ennuis supportables. Il est vrai que souvent, quand il la plaisantait sur les brusques sautes de son humeur, elle lui disait sérieusement « Ne parlez pas de cela, vous ne pouvez pas me connaître, vous ne pouvez pas savoir comment je suis quand vous n'êtes pas là, et quand vous êtes là, je suis vous. » Mais il la voyait vivre, et ce qui le tourmentait, ce n'était point les abattements de la jeune femme, mais ses rêveries dépaysées, la curiosité sur l'univers de ses yeux irradiants et son rire ouvert qui semblait mordre à l'inconnu. Comment la garderai-je, pensait-il, et qui l'empêchera de vouloir et d'agir? Elle entre en toute émotion comme dans une île qui l'isole. Elle appartient à la musique qu'elle écoute, au roman qu'elle lit. Elle m'a dit qu'en feuilletant les Confessions de Jean-Jacques, elle avait été jalouse de l'amour qu'il portait à madame d'Houdetot. Elle s'en ira un jour comme elle est venue, en essayant de faire le moins de mal possible, car elle n'est pas méchante. Sa bonté sera pire que tout. Je resterai son amie parce qu'on ne se détache pas d'elle. Et son cœur est fidèle. Elle viendra, elle sera sérieuse, elle pensera « Comment ai-je pu l'aimer ?» Le volontaire oubli sera dans ses yeux la plus amère défense, et elle retirera sa main vite quand elle me dira au revoir pour que je n'ai pas le temps de me souvenir.
Cependant, ces réflexions n'attristaient pas gravement le bonheur que Philippe avait de sa liaison avec madame de Fontenay. Ayant dépassé l'âge où l'on compte sur l'infini, et n'ayant pas un naturel souci de l'avenir, il considérait Sabine comme un prêt admirable que la destinée lui avait fait. Il l'aimait avec une sombre ardeur, et aussi avec ce côté lucide de son intelligence qui faisait pour lui de l'observation un plaisir, et encore avec cette gaieté des esprits actifs qui, ne pouvant point renoncer à de hautes occupations, s'attardent plus au contentement qu'à la peine. Le sentiment qu'il avait de la dignité d'une vie pleine et bienfaisante enlevait à sa tendresse la mièvre mélancolie de la servitude amoureuse. À côté de la passion que lui inspirait madame de Fontenay, veillait en lui pour elle une indulgence infinie. Il eût libéré son ami de tout devoir, et il l'eût excusé de tout devoir, et il l'eût excusé de tout agissement. Il savait que cela, du moins, ne lui serait point enlevé, la puissance qu'il avait sur Sabine par cette faiblesse, par sa volonté et son intelligence, et il pensait comme Nietzsche: la femme est innocente, qui pourrait avoir pour elle assez d'huile et de douceur? Autour de lui, maintenant, dans son étroit jardin des Vosges, sa femme et son fils vivaient tranquilles. Ils s'en remettaient à lui de leur bonheur, avec une abnégation touchante, comme du soin d'un traitement qui les concernait tous, et où il avait plus de vue qu'eux. D'ailleurs, madame Forbier et son fils ne redoutaient plus l'attachement que Philippe avait pour madame de Fontenay. Son calme, le long labeur auquel il s'adonnait, la gaieté douce de la bonté qu'il leur témoignait les rassuraient complètement. Ce que la mère et le fils savaient de la jeune femme, de son penchant à l'étude, leur éclaircissait le secret de l'inclination de Philippe et des visites de Sabine. Ils se reprenaient à être heureux. Philippe, dont l'esprit tendre et droit répugnait naturellement à la dissimulation, en goûtait maintenant le facile mécanisme, et, avec cette calme philosophie que donne, au détriment de la stricte vertu, les nécessités passionnées. Il avait arrangé sa conscience sentimentale de telle sorte qu'aucune de ses tendresses n'y fut inquiétée. Le mensonge de son attitude lui parut être une forme de sa sollicitude conjugale et paternelle, et même il voyait avec plaisir sur l'une et l'autre de ses affections les reflets dont elles s'illuminaient contradictoirement. La vie paisible et familiale lui donnait un plus vif désir de Sabine, brûlante et fraîche comme de la menthe, et lorsqu'il commençait à souffrir trop sombrement d'elle, il trouvait dans la douceur certaine et soumise de sa femme et de son fils un baume admirable à la faiblesse de son cœur et à son orgueil. Si enivré qu'il fût de madame de Fontenay, il gardait vis-à-vis d'elle, quand il en était éloigné, et que la tendre véhémence de la jeune femme ne le dominait pas, cette légère défiance, ce recul hostile, cette sécheresse que provoquaient en lui la crainte et la jalousie. Moins sûr d'elle qu'il n'aurait dû, et hanté par la peur d'en trop souffrir un jour, il s'appliquait à se priver d'elle. Quand elle sera partie de moi pour tout à fait, pensait-il, je vivrai comme je vis aujourd'hui, sans elle. Il me restera encore les livres que je lis et que j'écris, les conversations savantes avec de nobles amis, la paix de ma maison, et la bonté de l'air, et les arbres que j'ai plantés, et la connaissance que j'ai de l'univers.
Il semblait à Philippe qu'étant donné les années qui le séparaient de Sabine et la peine qu'elle pourrait lui faire, il devait s'étudier à prendre sur elle l'avance d'une fermeté plus insensible. Il ne savait que trop bien comme il était fou et faible quand il la revoyait, et comme elle ferait de lui ce qu'elle voudrait l'hiver. Elle, aux Bruyères, continuait de recevoir ses lettres et le plaisir qu'elle en avait assurait la paix de ses journées. La fatigue, dont le trouble été l'avait accablée, se dissipait. Ses entretiens avec Marie lui étaient chers. Elle apprenait que, peu à peu, sa belle-sœur avait réussi, grâce à une volonté souple et sage, à gagner le cœur entier de Jérôme. Il y avait plus d'une semaine déjà que madame de Fontenay était dans l'Oise et que le temps glissait légèrement du lever aux fins des journées. Ce matin-là, elle se promenait, comme à l'ordinaire, seulement Marie, un peu souffrante, ne l'accompagnait pas. La jeune femme, vêtue d'un manteau rude, un chapeau d'homme en feutre baissé sur les yeux, marchait allègrement dans les allées claires, le long des gazons, faisant sous ses pieds rouler, hors des coques fendues, les marrons d'acajou vernis. Par instants, dans le silence, un cri d'oiseau était aigre, vif et isolé, comme la baie du houx dans la neige en hiver. Tout le feuillage du parc, humide et bruni, et les fleurs des massifs, hérissées, effeuillées, penchées, prenaient l'émouvant aspect et le parfum mou de la mort végétale. Il faisait froid, octobre approchait, passant auprès du jardin potager, elle respira dans le vent la faible odeur des poires, des violettes, du réséda et de la verveine acidulée. Elle sortit par la grille du parc et se trouva dans un chemin étroit, grossièrement pavé, qui pénétrait dans la campagne. Des poiriers et des pommiers penchaient au-dessus d'elle leurs branches entraînées par des petits fruits durs et avortés. Le soleil d'11 heures commençait de briller et de chauffer, et ce fut bientôt par-dessus l'automne comme un nouvel et clair été. Au loin, les terrains, les collines prenaient ces plans simplifiés, cette apparence espacée et peu touffue qu'on leur voit dans les estampes. Autour de la plus haute colline, les arbres, les petits hameaux montaient, semblaient partis en pèlerinage circulaire vers le sommet, et avaient ce mouvement, ce côté artériel des paysages d'Albert Dürer. Madame de Fontenay rencontra Jérôme sur la route, et ils revinrent ensemble en causant doucement. Ils trouvèrent Marie sur le perron, elle les avait vus. Elle prit un visage aigre et agité. Elle bouda. Sabine, que cette attitude contrariait, fit mine de ne point l'avoir remarqué. Mais vers le soir, elle interrogea Marie, qui tout de suite tomba en larmes dans ses bras. Elle sanglotait. Elle répétait seulement qu'elle était bête, qu'il ne fallait pas faire attention à ce qu'elle avait, n'en pas tenir compte. Elle était jalouse. Pourquoi, comment, elle ne le savait pas, elle était jalouse. Elle expliquait qu'elle avait durement acquis de l'autorité sur Jérôme, réussi à gagner sa tendresse, qu'elle en jouissait, et que lorsque Sabine était là, elle se sentait sans force, anéantie, pauvre, dépossédée. Madame de Fontenay, en une bonté de désordre et de torrent, lui raconta toute son aventure avec Philippe Forbier, afin que son ami fût sans autre soupçon. Mais Marie répétait « Je sais bien, mais je t'aime trop. Lui me détache de toi, toi de lui. Je ne sais pas ce que c'est. » Sabine voyait que Marie souffrait chaque jour de sa présence. Elle lui dit gaiement un soir qu'elle allait rentrer à Paris, qu'elle n'en pouvait plus d'être loin de la rue où elle avait connu Philippe. Marie essaya de la retenir, mais faiblement,
et le départ de Sabine fut décidé. Le matin de son départ, la jeune femme descendit dans le parc de si bonne heure que nulle fenêtre n'était encore ouverte au château. Elle pensait « Je vais vous quitter pourtant, chers arbres penchés qui m'écoutez, maîtres paisibles. Aujourd'hui encore je pourrais vous voir et vous entendre, et puis avant la nuit je partirai. Que deviendrai-je alors? Vous m'aviez prise si fortement, moi, errante et misérable que j'étais parmi vous, comme l'un de vous, je vous parlais. Je savais vos habitudes, l'heure à laquelle vous êtes encore engourdi de sommeil et où le silence habite, sous chacune de vos feuilles, et l'heure où vous portez le soleil sur votre branche orientale, et l'heure du soir où vous commencez de vous inquiéter et de vous agiter, tandis que le vent secoue dans les massifs autour du château les faibles antémisses. Vous saviez que je tenais en moi l'image de l'homme qui est ma vie, et vous nous accueilliez tous les deux parce que vous aimez ce qui est naturel. Les pelouses étaient couvertes de colchiques violettes en forme d'un petit cœur éclaté. Sabine entra dans le potager. Elle venait souvent là, le long des murs où grimpait la vigne à l'abri de tout vent. C'était un endroit de tiédeur, de silence et de fécondité. Par bandes bien ordonnées se suivaient les salades, ouvertes comme des roses, le haut feuillage des artichauts, découpés dans du bronze et couleur de vert de gris, les verdures légères de l'asperge, plus volantes que des plumes fines. De place en place, on voyait des citrouilles énormes, roulées au pied de leurs tiges dans l'attitude de la chute et de l'accident. En bordure, le long des plates-bandes, poussait la violette d'automne, avec, au bas d'elle, sa feuille, pareille à une petite soucoupe pleine des gouttes de la rosée. Et l'odeur de ces violettes était si parfaite et si satisfaisante en volupté que Sabine, à chaque fois qu'elle la respirait, avait le sentiment d'un miracle du parfum. « Ah, soupirait-elle, Philippe, où êtes-vous? Et quels baisers pourront aspirer hors de mon corps mon âme si passionnée, qu'elle s'étend toujours au-delà de vous-même et de moi. » Elle partit ce même soir. Chapitre 10. Mon Dieu, pensait-elle, assise dans son wagon que la nuit, venant aux deux vitres, fermait comme une boîte. Mon Dieu, que tout cela autrefois m'eût embarrassée, ce retour à Paris dans une maison qui n'est pas installée, et cette fatigue, cette faiblesse, ce serrement du cœur et des tempes, j'aurais pleuré. Maintenant je suis pratique. Comme la vie est facile au fond. Il suffit seulement d'être très malheureuse.